C'est très dur en ce moment de penser au Liban sans avoir envie de pleurer. De se dire qu'on a encore de l'espoir dans ce pays. Bah juste, attends, nous, on vient de commencer. Sur une note très dramatique. Très dramatique. Et on vient parler de la comédie, mais allez-y. Justement, moi j'étais complètement déprimé toute la journée. Je pensais à ça, je pensais à cette situation complètement absurde. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait encore là ? Et puis on est allé à ce spectacle, et on va en parler. Et puis le sourire a commencé à s'afficher sur mes lèvres. Et puis le rire. Et je me suis fait cette réflexion pendant le spectacle. C'est, on n'a pas grand-chose dans ce pays, mais il nous reste l'humour. Et l'humour libanais, il a quelque chose de très spécial parce que c'est comme une pommade qu'on met sur une cicatrice à cœur ouvert. Alors, cette pommade, parfois, elle nous fait du bien, elle nous fait complètement oublier notre mal, et parfois même, elle le soigne. Et c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment on fait pour vivre dans un pays où on rit parfois jusqu'à en pleurer. Massa el Khair. Bienvenue dans L'Orient la nuit, le rendez-vous de ceux qui veillent. Un podcast réalisé par Anthony Samrani, Stéphanie Khouri et la rédaction de L'Orient le jour depuis Beyrouth. Alors aujourd'hui, on ne devait pas être ici, on devait être à quelques rues de là dans un club de comédie, puis pour des raisons techniques, on a changé à la dernière minute. Et ce club dans lequel on devait être, c'est le tien, John. John Ash'ar, tu es né à Beyrouth en 1990 et tu n'étais pas du tout destiné à la scène. Tu es formé en économie et puis en histoire et tu commences donc une carrière beaucoup plus classique avant de bifurquer vers le stand-up, presque par hasard. Ton premier sketch était improvisé, tu étais encore étudiant, si je ne me trompe pas. Alors, ton humour, comme celui d'une bonne partie de comédiens libanais de ta génération, il est ancré dans ta vie. Tes relations, tes doutes, tes échecs, tes amours, ton divorce, tes contradictions. Dire divorce avec un sourire tellement... Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire derrière, la manière dont tu la racontes, elle est drôle, soyons justes. Et tes contradictions de trentenaire libanais entre Beyrouth et un peu partout. Les Libanais se retrouvent dans tes histoires, ils peuvent s'identifier, c'est une forme de thérapie spectacle. Longtemps, tu es porté par les réseaux sociaux. Tu fais à un moment donné la première partie du spectacle d'autres comédiens et puis tu prends ta place, tu fais tes propres shows et tu t'imposes progressivement comme l'une des figures montantes du stand-up arabe. Au fil des ans, tu enchaînes les tournées internationales, tu remplis les salles à Beyrouth, à Dubaï, jusqu'à te produire sur des scènes comme l'Olympia à Paris, une première pour un spectacle de stand-up en arabe. Et ta dernière trouvaille, c'est un nouveau club de stand-up à Beyrouth en pleine guerre, tu en rigoles toi-même, tu ironises sur Instagram. Avant de commencer cette émission, je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu avais choisi d'ouvrir un club de stand-up aujourd'hui au Liban et tu m'as dit parce que je n'ai rien d'un homme raisonnable. Oui, bien sûr, ça se voit là. Prendre une décision, où est-ce que tu veux vivre maintenant ? Au Liban. Il n'y a aucun. It's booming. Oui, it's happening. On est ravis de te retrouver ce soir, John. Merci Steph pour cette introduction. En fait, ça me fait énormément plaisir d'être là. À côté de toi, on est ravis d'accueillir un autre pilier de la scène libanaise. Pilier. Wow, pilier. C'est un duo que les Libanais de notre génération connaissent sous le nom de Coffee Break. Derrière ce duo qui est aujourd'hui iconique, il y a deux amis. Nathalie Mosri et Nadine Chalhoub, vous êtes issus du monde de la publicité et de la création. Pour vous aussi, les départs sont loin des planches. Votre projet de comédie, donc Coffee Break, commence en 2015. Ça commence comme une conversation captée sur le vif. Le concept est simple. 2 personnages, des perruques, des dialogues en ping-pong et cette impression de s'immiscer dans une discussion entre copines. Ce sera un carton. C'est à la fois absurde, amer et étrangement familier. Vos vidéos circulent, elles sont portées par un humour noir, ironique et terriblement libanais. Avec vous, chez Coffee Break, le rire part du détail, un tic de langage, des hypocrisies sociales, des petites lâchetés du quotidien. Psh, psh. Merci, c'est très touchant. Tout y passe. Vous parlez d'éducation, de couple, de politique, de crise, mais sans jamais en avoir l'air. Elle est là votre force, elle tient dans cette légèreté apparente qui masque une critique acérée d'un pays qui est en permanence au bord du gouffre.
Avec le temps, vous aussi, votre audience, elle grandit et vous devenez, par choix ou malgré vous, je ne sais pas, le visage et la voix d'une génération qui est désabusée et qui est désillusionnée. Révolution, Covid, explosion, guerre, vos vidéos sont la bande-son de nos vies depuis bientôt 10 ans. Mais le fond reste le même, il ne change pas. Avec vous, on rit parce que tout est un peu trop vrai. Un grand merci à vous d'avoir accepté ce soir cette Merci à vous, émission. c'est très touchant. La première question que j'ai envie de vous poser, là, vu l'ambiance, c'est vous riez beaucoup en ce moment? Toujours, on rit toujours. On rit toujours. Chaque jour, on rit, déjà. La manière, comment vous avez On dit rit. ça? On rit. On rit Toujours, Qu'est-ce qu'on va faire toujours? On rit. Mais on rit ensemble, c'est ça. Vous riez de quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire en ce moment? Dans la vie, c'est comme sur notre chaîne, en fait. C'est qu'on rit de tout. C'est Oui. pour rendre le malheur un peu plus Et léger. l'absurdité. Je John- pense à l'absurdité. L'absurdité, je pense, c'est ce qui est le plus... C'est l'ironie du sort. Par exemple, dans ma situation, prendre une décision de revenir à Beyrouth dans un moment de guerre. Non, pour moi, l'absurdité, c'est que j'ai pris la décision de Beyrouth Alors que tu viens d'être papa. alors que je viens d'être papa et que j'avais fait que toute ma façon de penser, c'était de vivre à l'étranger parce que je ne veux pas que ma fille Et va vivre ce que moi j'ai vécu. Et- Quand est-ce que tu as et- décidé de rentrer au Liban et pourquoi? J'ai décidé, en fait, on était à Dubaï, après on a été au Canada pour quelques mois. Et après, j'ai pris la décision. Il y a nécessité aujourd'hui à Beyrouth de parler à voix haute. Je pense surtout avec tous les changements qui se sont passés, j'ai senti qu'il y a une nécessité qu'on ne peut pas laisser notre sort entre les mains des personnes irresponsables. Et pour moi, parce que j'ai un peu d'espoir avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, et je sens que c'est mon moment en tant qu'humoriste, que j'ai fait un plan, ça s'appelle Beyrouth pour 8 mois, pour savoir si je vais rester ici, oui ou non. Et tu as donné un titre. Et juste, c'est Beyrouth 8 mois. 8 mois. Je vais essayer. J'ai ouvert mon comedy club, je fais mon show à Beyrouth. J'essaye autant que je peux de m'exprimer à voix haute et de parler de sujets que j'ai pas pu aborder avant, durant ma carrière. Et je pense qu'avec ce gouvernement, j'ai le droit de les aborder. C'est pas que j'ai le droit, mais j'ai L'espace. l'espace. J'ai l'espace de les aborder. Vous sentez que vous pouvez changer les choses en tant que comédien? Changer. Changer peut-être. Il y a Mais- toujours eu une liberté d'expression. Moi, je crois, je ne sais pas, qu'il y a Ouais. toujours eu une liberté d'expression. Ce n'est pas juste avec le gouvernement actuel. C'est ce qui rend la vie au Liban un peu plus exciting que d'autres. C'est que là, on peut dire ce qu'on veut, en fait. Bien sûr qu'il y a beaucoup de comédiens qui ont été jugés par rapport à ce qu'ils disent, mais on a toujours eu l'espace pour dire ce qu'on veut. Mais reste un vous le espace. faites aussi pour ça, c'est-à-dire que derrière votre démarche, il y a un engagement, comme John, politique quelque part? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un engagement politique et social. Nous, on a commencé Coffee Break juste pour faire sortir ce qu'on ressent, ce qui est le collectif que tous les Libanais Un ressentent. défouloir, c'était... Un défouloir, exactement. Je pense que travailler au Liban, c'est un engagement politique. Le choix de vivre au Liban et Ouais. le choix de Survivre le Liban. survivre le Liban, c'est un engagement politique. Mais aujourd'hui, Nadine et Nathalie, je ne sais pas combien vous avez de followers sur Instagram. Vous avez quand même une voix et une portée qui est beaucoup plus que certains politiciens aujourd'hui au Liban. C'est une responsabilité. Quand vous faites vos vidéos, qu'est-ce que vous vous dites? Quel message vous avez envie de transmettre, surtout dans ces circonstances actuelles? Alors, la première chose, c'est que nous, on sait très bien que nous, on est en train de to deliver ce que les gens pensent, les gens pensent et ressentent. Parce que ce qu'on vit, en fait, c'est un trauma collectif. C'est un miroir de ce que pensent les gens et de ce que sentent les gens. Mais être un miroir, c'est pas façonner l'opinion publique, c'est pas être dans l'engagement politique. Être un miroir, c'est refléter ce qui existe déjà. Bien sûr, mais on essaye d'exprimer des messages qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas misogynes, et qui sont contre l'extrémisme en toutes sortes. C'est ce qu'on essaye de faire. Est-ce que tout à l'heure, les premiers mots qui vous sont... Le premier mot d'ailleurs qui vous est venu à la bouche à tous les trois, c'est l'absurde. Est-ce que c'est ça pour vous fondamentalement la spécificité peut-être de l'humour libanais?
c'est cette capacité à traiter de l'absurde, c'est cette autodérision sur des choses qui sont quand même assez tragiques. Et la dernière en date étant la guerre. Quelqu'un a envie de répondre? L'absurdité, c'est la plus grande, Dénominateur commun? Oui, parce qu'on ne sait jamais, on ne peut pas prédire que ça va être une crise économique ou une guerre ou un bombardement. On ne sait jamais et c'est absurde parce qu'on dort et on se réveille avec une nouvelle réalité chaque jour. Il n'y a rien de sûr. Alors face à l'absurde, on doit trouver des façons pour s'adapter et pour nous, c'est toujours l'humour parce que si on ne peut pas faire un pas sûr en avant, alors on peut rigoler. Pour moi, c'est juste ça. Moi, je pense aussi que c'est une sortie de la polarisation. Je pense que le pays est tellement polarisé. Si on est, par exemple, sur Instagram, dans les feeds, on voit deux avis politiques et ces deux avis politiques pensent qu'il y a juste ces deux avis politiques dans le pays. Nous, on a pu ouvrir une troisième voie. Ça dépend. Ma voix, peut-être, elle est différente parfois de celle de Nathalie et Nadine. Et parfois, c'est la même. Ça dépend du positionnement en ce qui concerne différents sujets. Mais je pense qu'on a la responsabilité. C'est pas... Même si on n'a pas pris ce choix ouvertement, même si on n'a pas dit « Ah, c'est notre décision aujourd'hui de faire une bataille politique », le choix a été pris indirectement. On est au milieu de la scène politique, on est au milieu dans cet absurde et peut-être on a droit aussi à dire qu'on peut-être on voit les choses d'une manière un tout petit peu différente ou nuancée. Aujourd'hui, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas d'humour non politique au Liban, à votre avis? Peut-être qu'il y a, mais c'est juste que la politique et les conditions de vie au Liban, ils surchargent le quotidien. Alors, ils prennent tout l'espace. Ils prennent tout l'espace. Tu ne peux pas penser à quelque chose d'autre. On vit en guerre depuis qu'on est né. Même l'amour est politisé. Même l'amour, on ne peut pas aimer quelqu'un d'une autre religion parce qu'il y a un niveau politique à cette affaire. Tout est politisé. Et c'est pas forcément parfois de l'extérieur, c'est parfois nos familles qui ont internalisé qu'on ne pouvait pas aimer d'une autre communauté. Bien, par exemple, travailler au Liban avec toute la corruption, les pots de vin qu'on doit payer, c'est de la politique. Dans la pyramide de Maslow, c'est pas que le pays vous a tout donné et non juste on est en train de parler du luxe de skier les samedis et les dimanches. C'est très belle décision de revenir au Liban. Très belle, en train de refléter. Mais en même temps, tu vas chercher un ticket, bye bye au Canada. Mais en même temps, et ça c'est la même chose pour nous, c'est une matière incroyable pour vous. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas tout ça, si vous étiez, je sais pas moi, si vous étiez au Danemark ou en Suisse, avec tout le respect qu'on peut avoir pour la Suisse ou pour le Danemark, peut-être que vous n'auriez pas envie d'être comique, peut-être que... On aurait aimé ne pas être comique et que le pays soit très... Moi, je prends je peux les droits avoir de un l'homme, boulot de 9 à 5. J'ai pas un problème. Donc tous les trois, vous êtes prêts à abandonner demain contre un passeport suédois ou norvégien? Non, contre un on fait un pays. appel. Non, contre un passeport libanais avec les droits bases. Parce qu'il a dit au début un passeport suisse. Non, norvégien. Ça se discute. Juste pour... Quel passeport? C'est un love-hate relationship. Je ne sais pas, c'est tellement toxique. C'est toxique. Qu'on est un va-et-vient. On est attaché. Même si on quitte pour 5 jours de vacances, après les 5 jours, on se dit là, mais en Europe, ils ont tout. Et khalas, moi, je sens que je dois revenir au Liban parce que je ne peux plus vivre en paix. Je veux le chaos, je veux ne pas savoir. Là, c'est trop calme. On est attaché à notre... C'est ce que j'aime, par exemple, en Grèce. En Grèce, c'est entre les deux. C'est le chaos du Liban et un peu la sécurité d'Europe. Un tout petit peu. Sympa pour les Grecs. On fait une très courte pause, on reprend la discussion dans quelques instants. Et on a donné la parole à nos lecteurs et on a un message de Christine, 69 ans, qui nous parle du Kesselwen et qui nous raconte la dernière blague qui l'a marquée. On écoute. La dernière en date, la dernière blague qui m'a vraiment marquée, c'était quand il y a eu le tremblement de terre en février 23. Et donc, on a été réveillés en pleine nuit par l'immeuble qui dansait. Et j'étais figée, en fait,
en essayant de localiser mes enfants, mes petits-enfants, les papiers, l'eau en cas d'incendie. Et je reçois, quelques minutes après le début du tremblement de terre, je reçois un message de ma fille qui me disait que ne pas m'inquiéter, que ça c'était Riyad Salem et qui était en train de nous secouer pour voir s'il restait un petit peu d'argent dans nos poches. Donc ça a contribué certainement à me dégeler et à me faire rire et à me faire réagir par la suite. Christine fait référence à Riyad Salem, l'ancien gouverneur de la Banque du Liban. Un très grand monsieur. Un très grand monsieur. C'est Riyad Salem, mais c'est pas une comédie. L'affaire Riyad Salem. L'un des responsables de l'effondrement économique qui a eu lieu au Liban à partir de 2019. Qui n'est pas en prison. Non. Qui a été libéré. Qui a été libéré, ça fait quelques mois déjà. Ne nous regardez pas, on n'est pas journaliste. Et on ne sait toujours pas où est-ce qu'ils sont où. Il y a l'argent. Où sont passés les milliards. Où sont passés, voilà. C'est un Chez appel. John. C'est John. Pour ouvrir son comédie. Quelle est la blague ou le trait d'humour qui vous a fait le plus rire ces derniers mois pendant la guerre? Pendant la guerre. Que c'est une victoire blague. divine. Voilà, c'est drôle. Quand Le Hezbollah a pensé que c'était une victoire divine. Le pays était effondré. Ça nous a pris 20 ans pour sortir de la première guerre de 2006. Et le Hezbollah a célébré la victoire. 2024, une autre guerre. Le Hezbollah a presque tout perdu. Une autre victoire divine. Aujourd'hui, on a commencé le discours de victoire divine avant la guerre. On a dit on part dans une victoire divine. On est à 6 km qu'on a perdu du territoire, mais on est en victoire. On est toujours en victoire. On est en état de victoire divine. Pas n'importe quelle victoire. Attention, divine, c'est un autre niveau. Pour nous, bien sûr, la plus grande blague, c'est Donald Trump. C'est lui, la blague. Oui. C'est le monsieur en C'était le lui-même. caractère, les opinions, les statements, tout ce qu'il a disait. dit. En Aussi, fait, il a eu des victoires divines. Il a eu toujours des victoires. Toutes les Il parties. ferme et il ouvre le Hormuz chaque 2 secondes. Toi, tu ouvres la porte de la voiture. Est-ce qu'il y a des moments, je ne sais pas, c'est une journée tragique, très noire, il y a eu des frappes avec des dizaines de morts, des femmes, des enfants, etc. Vous vous dites, aujourd'hui, pas de blague. Aujourd'hui, je ne vais pas rigoler. Le jour du 8 avril, quand il y a eu la grande frappe à Beyrouth, j'avais un show à Ottawa et j'ai pas su comment gérer ça. Et alors je suis monté, c'était un petit show de 100 personnes et je leur ai dit que hi guys, je voulais vraiment annuler le show. Mais bon, personne de vous m'a envoyé qu'il faut annuler le show. Du coup, j'ai senti que je suis déjà à Ottawa. Je me suis dit, bon, ça y est, on va faire le show. Et je pense que c'était un des plus beaux shows de ma vie. Le niveau de connexion qu'il y a eu dans cette salle, d'empathie, je sens que non, c'est pas. Il y a une perception des blagues que c'est juste. Non, aujourd'hui c'est un jour très sérieux. On ne peut pas faire des blagues. Moi je pense exactement au contraire. C'est exactement dans les jours les pires de notre vie qu'on a besoin de se changer les idées. Moi par exemple, ma tante est décédée depuis quelques semaines et que j'ai été ici au Liban pour l'enterrement et tout. Et je me rappelle qu'il y a eu des fous rires dans la famille après l'enterrement parce qu'on avait tellement besoin de rire et de se changer les idées. Mais John, c'est pas juste une question de il faut ou il faut pas. Nous, on pourrait dire pareil en tant que journaliste. Il faut encore plus en temps de guerre, en tant que journaliste, couvrir ce qui se passe. Mais parfois, on est aussi des êtres humains. Vous êtes des êtres humains, on vit tous cette réalité. Il y a des jours où on se lève et on n'a pas la force d'aller se mettre devant des gens et de les faire rire. Moi, Comment je me souviens d'un jour où ma fille est revenue de l'école. Elle m'a raconté qu'aujourd'hui, à l'école, le premier jour, ils lui ont appris comment faire les mesures de sécurité en cas où elle entend un grand boom. Et elle a 5 ans et elle était en train de me raconter qu'elle doit descendre sous la table, laisser ses affaires et puis descendre au sous-sol. Et moi, je la regardais. Et tout ce que je pensais à ce moment, c'est que moi, je dois la protéger. Et moi, je ne peux rien faire. Toi-même. Et je ne peux pas me protéger. À moi, si quelque chose se passe, c'était trop dur pour moi de trouver quelque chose drôle dans cette situation. Je ne pouvais rien lui dire. Elle m'a dit, ça va être quoi le grand boom?
Mais après, je me suis habituée, je trouvais des blagues. C'était quoi ce son? Une grande tempête. C'est une tempête. Et après, maintenant, c'est l'été. Donc, c'est bien qu'il y a cessé le feu maintenant. Parce que il n'y a plus de tempête l'été, c'est ce qu'on aurait dit aux enfants. Voilà. J'ai un ami qui a dit à ses enfants qu'il y a un grand incendie, mais un de ses enfants, il veut devenir pompier. À chaque fois qu'il y a un boom, il porte tous ses habits de pompier pour faire le travail. Bon, au Liban, on est dans une société ultra communautaire. L'humour aussi tourne parfois autour de ces questions. Est-ce que c'est plus facile de rire de sa propre communauté que de rire des autres? Est-ce que c'est une façon aussi de dire moi je suis ouvert, je suis pas là pour critiquer, etc., etc. Donc on va avoir tendance à faire beaucoup plus de blagues sur sa propre communauté? Je peux prendre la question à un autre endroit. Aujourd'hui, au Liban aussi, les gens ont peur de faire des blagues sur ma communauté parce qu'ils vont dire « Oh, tu fais des blagues sur ta communauté, qu'est-ce que l'autre communauté va penser si tu es en train de faire ça ?» Je pense que le problème au Liban, on a tellement peur de ce que les gens pensent de nous qu'on est paranoïaque. Par exemple, cette blague, oui, tu peux la faire dans un autre pays où tout le monde est dans la même communauté, mais tu ne peux pas faire cette blague. Et ça s'est passé avec des amis à nous. Par exemple, si tu fais une blague sur les chrétiens, les gens vont dire « Ah, qu'est-ce que les musulmans vont penser si toi, chrétien, tu es en train de faire des blagues sur les chrétiens ?» Et le même pour les musulmans. Mais je pense à l'essence même de l'humour, c'est il faut commencer par soi-même, l'autodérision et tout. Et je pense si moi je dis « Toutes ces choses-là ne vont pas du tout dans ma communauté », les gens vont commencer à me prendre beaucoup plus sérieusement parce qu'ils vont comprendre qu'au moins j'ai fait ce minimum d'autoréflexion sur moi-même et pour dire devant tout le monde en toute vulnérabilité que non, les choses ne vont pas très bien. Et après, je me permets de critiquer d'autres communautés. Justement, est-ce que tu te permets? Oui, je me permets. Dans ton spectacle qu'on vient de voir, c'est surtout des chrétiens dont tu parles, le milieu dont tu as grandi. Oui, mais j'ai fait ça. À chaque spectacle, ça dépend de l'histoire que je vais raconter. J'équilibre. Par exemple, l'autre show, les Druzes sont venus pour me dire pourquoi tu ne fais pas des blagues sur les Druzes. Parce que dans le show avant, j'ai fait des blagues sur les Druzes. Alors, il y a beaucoup plus de Druzes qui sont venus. Est-ce que vous mettez des limites justement sur l'humour, sur les autres communautés? Nous, on fait des blagues sur les communautés, mais on n'a jamais fait des blagues sur les communautés, on fait des blagues sur l'extrémisme dans les communautés. Et l'extrémisme existe dans notre communauté et les autres. Alors, et toute forme d'extrémisme, moi, je pense que c'est permis de rigoler sur ça. Alors, nous, on ne se met pas vraiment des limites sur l'extrémisme dans toutes les communautés. Et toi, John? Non. Alors, je pense maintenant, je suis dans une... J'ai changé un tout petit peu parce qu'avant, j'étais très conscient. Maintenant, je m'en fous carrément. Il a perdu la conscience. Oui, j'ai perdu la conscience. Non. Après les choses qui se sont passées durant les derniers mois, surtout toutes ces affaires de cancellation culture, je pense que c'est pas le bon moment pour arrêter. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu étais conscient, tu étais vigilant, tu faisais attention à ce que tu disais? Très vigilant. J'avais peur et je pensais que... De quoi tu avais peur? J'avais peur que quelqu'un, je ne sais pas, prenne une vidéo. J'avais peur que comment cette blague sera comprise. J'avais peur que, peut-être cette communauté... Maintenant, j'ai pas peur. Ouais. Maintenant, c'est pas que j'ai pas peur. Maintenant, I don't care. Avant, j'avais peur que, par exemple, quelque chose va être pris en dehors du contexte. Mais maintenant, tout est pris en dehors du contexte. Même si je leur dis c'est quoi le contexte, les gens vont prendre une blague d'1 minute. J'ai raconté ça dans mon spectacle. Il y a un prêtre qui, tous les jours, il me sort une vidéo. Il me dit que moi, je suis satanique et que je suis possédé par Satan. Non. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas, bien sûr, je ne vais plus lui expliquer non, je ne suis pas ça. Mais c'est de l'absurdité, Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé avec les autres humoristes, maintenant avec toute la confiance que j'ai bâtie durant toutes ces années, et je sens que c'est mon obligation et c'est mon devoir en tant qu'humoriste. C'est pour ça qu'on a ouvert le club pour s'assurer qu'il y a ce safe space et que les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent, que tout ce qu'ils ont envie de dire, et que c'est ma responsabilité d'être... de les protéger. De les protéger, ou même moi, que je sois en avant.
Parce qu'avant, c'était non, John, il faut être comme John, il ne fait pas des blagues sur ça, il ne fait pas des blagues. Et j'ai écouté. Parce que j'étais respectueux dans tes maintenant, textes. je ne respecte plus rien. Parce Depuis que que le t'es allé pays ne voir le le- respecte pas. Mais est-ce que tous les trois vous vous sentez privilégiés par rapport à d'autres comédiens? Privilégié dans Plus quel sens? protégés par rapport à la justice, par rapport aux religieux? C'est notre choix. Nous, on a pris ce choix dans nos textes, dans nos vidéos, d'avoir ce style-là. Ça veut dire que notre style, il n'est pas très agressif par rapport à la religion en tant que... Direct de nommer les choses dans les religions. Parce que c'est pas ça ce qu'on veut faire, nous. C'est plutôt le social ce qui nous intéresse. Juste d'engager les gens avec nous dans nos conversations. Alors, on joue entre les lignes. Le message, il est toujours là dans nos textes. C'est juste qu'on le nomme pas. Et c'est pas par peur d'être jugé. C'est parce que c'est juste un notre style. C'est de choisir la subtilité qui va pouvoir juste faire les gens penser. On privilégie le message plus que la blague. C'est ce qu'on fait, en fait. Et malgré ça, est-ce que vous avez des retours négatifs, des gens qui sont en colère, des gens qui vous en veulent? Parfois, mais c'est juste... c'est rare. Moi, beaucoup, tu m'as pas... Toi, on connaît la réponse. Tu veux être respectueux, tu t'en fous de ce que les gens pensent. C'est pas l'idée que ne pas être respectueux, mais le fait que si on est en train de vivre dans cette société, si on est en train de voir comment tout ce qui se passe dans notre société, on est au milieu d'une guerre, il y a des gens qui pensent que c'est une victoire, d'autres gens qui pensent qu'ils ont le droit de prendre le territoire libanais et le gouvernement au milieu. Et donc avec toute cette absurdité, pourquoi il faut être respectueux? Respectueux de quoi exactement? Et de respectueux de tout ce que ces chefs de communauté nous ont... On est arrivé aujourd'hui, on sait exactement qui est responsable de la situation, que ce soit d'un point de vue économique, politique, militaire, stratégique. On connaît ces gens-là. Pourquoi les respecter? On est dans la même bataille, mais on utilise des outils différents. Et donc, je pense aujourd'hui même, moi, je suis prêt à subir les conséquences de tout ce que je suis en train de dire, mais peut-être depuis 1 an ou depuis 2 ans, c'était un tout petit peu difficile pour moi. Parfois, je m'excusais même. Des gens m'écrivaient, John, je ne pense pas que cette blague, elle est bien. Je m'excusais sur Instagram. Aujourd'hui, je m'excuse, je dis tant pis. On va faire une nouvelle pause. On va vous écouter, Nadine et Nathalie. Vous allez nous jouer un sketch que vous aviez enregistré il y a plus de 2 mois. Nous étions alors au pic de la guerre, début avril. Ce sketch, il s'appelle « Notre vie est un cas de force majeure ». Et ce soir, vous allez nous le jouer pour la première fois en français. Nadine, j'ai tout compris. C'est ça. Rien ne va changer. Tout va rester comme ça. Et moi, je préfère être surprise et découvrir que la guerre est finie plutôt que de passer mon temps à attendre qu'elle se termine. Comme quand on dit « en attente jusqu'à nouvel ordre ». Faut l'assumer. Nos vies sont en mode de pause. Il n'y a pas de jusqu'à. On est tout le temps en suspens. Force majeure. Notre normal à nous, c'est une force majeure. Et si c'est ça, c'est pour ça qu'il nous faut un plan. Ok. C'est quoi le plan? Ok. Premièrement, on doit tous les jours faire du sport, tous les matins. Même quand on n'a pas envie. Ok, tu veux dire que ce soit l'été qui arrive ou la mort qui arrive, l'essentiel, c'est d'être dans la meilleure forme possible. 2. Les réserves qu'on fait pour les jours difficiles. On ne doit pas les bouffer dans une même journée. C'est pas ça le principe des stocks. Oui, donc stop le grignotage de l'anxiété. Les chips quand on est angoissé, c'est très bon. Je comprends. Mais ayons pitié de nos dents. On peut quand même pas cuisiner tout notre stock de farine d'un coup, en une après-midi. Exactement. 3e, les mollets. On a intérêt à les muscler parce que ça sera bientôt notre seul moyen de transport. On va plus avoir d'essence, Nadine. Oui, on va pouvoir faire une randonnée jusqu'au supermarché. Franchement, les paysages des Alpes en Suisse, c'est surcoté. Tu as déjà vu le paysage entre la pharmacie et chez moi? Aussi, on doit trouver un hobby. Qui puisse être utile dans cette période du jardinage, de la couture. Ok, tu veux dire que deviner si le missile a été tiré depuis la mer ou depuis le ciel, c'est pas un hobby? Non. Et puis l'argent, c'est quoi l'argent? L'argent, c'est une illusion. C'est que du papier. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Je te suis, mais comment on va pouvoir gagner de l'argent pour vivre? On va pas gagner de l'argent. C'est fini, c'est comme ça. On va vivre différemment. Je ne sais pas, tout va changer, Nadine. Bon, donc on va dire des choses comme tout ce qui compte, c'est la santé, merci mon Dieu pour ce qu'on a déjà, on est mieux que les autres gens, des trucs comme ça. C'est quoi le printemps de ma vie? C'est comme la fin de ma vie, en effet.
C'est la même chose. Bon, moi, je vais aller m'enrouler un. Tu veux? Fais-le bien costaud. Je sens qu'on en a besoin. Moi, je fais partie des gens qui ont toujours suivi vos vidéos et à certains moments très difficiles, elles m'ont aidé à tenir. Mais en préparant cet épisode, je me suis aussi demandé si parfois on avait tellement ce besoin de rire pour rendre les choses un peu plus supportables, mais si en les rendant supportables, finalement, on les acceptait pas aussi quelque part. Est-ce que vous, parfois, ça vous arrive d'avoir ce sentiment qu'en rigolant, on renonce à quelque chose? Non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'on essaye d'atténuer un peu le malheur et la dépression et tout ça. Nous, on faisait en introduction, c'est une pommade. Voilà, ouais. Exactement. Nous, on a fait partie de la génération qui ont fait la Saoura, la révolution. Et on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Rien, en fait. Rien ne s'est passé. On a eu un très beau logo. Oui, très très beau logo de la révolution. En fait, non, c'est pas. On va rien oublier. Ce qu'on dit, on fait toujours des vidéos ou de la comédie, c'est pour ne pas oublier en fait. C'est tout à fait le contraire. Anna, aussi, je veux continuer que c'est aussi pour construire le Liban de demain. Anna, j'aime pas que ça soit une pommade. Je pense que c'est une réflexion pour bâtir sur cette réflexion. Et j'aime bien, par exemple, dans mes shows, quand les gens partent du show et m'écrivent qu'on a bien aimé comment tu as abordé ce sujet. Et ça fait 10 minutes, par exemple, ou 1 heure en voiture qu'on est en train de parler du show. Par exemple, je ne sais pas, maintenant, je parle de certains incidents qui se sont passés durant la guerre civile. Il y a des gens qui m'ont écrit « On n'a aucune idée que ces incidents-là se sont passés et ça fait 2 heures qu'on est en train de faire nos recherches. » Je pense qu'il y a aussi un truc pour construire, qu'on a une vision du Liban de demain. Déjà, ce n'est pas notre responsabilité d'avoir la vision, mais bon, dans tous les cas, on a notre vision et on a envie de transmettre cette vision, même si ce n'est pas le premier but de ce qu'on fait, mais notre vision est là et on est en train de la transmettre à notre audience. C'est juste de présenter une perspective différente de ce qu'est la réalité qu'on est en train de subir, pas vraiment de vivre. John, tu vas te présenter aux prochaines élections? Comment tu as su? Parce qu'il a le profil. Et tu fais des recherches. Je pense pas que parce que je pense que. Je pense pas, c'est pas très. Non, Zelensky libanais. Anna, j'ai fait du. Zelensky, oui. Ça lui a plutôt bien réussi. Je fais mon travail politique depuis 2005, avant que les Syriens que le régime syrien est sorti a quitté le Liban. Et je suis très engagé politiquement 10 ans avant que j'ai commencé le stand-up. Les gens parfois m'écrivent que stop comedy, stop politics and stick to comedy. Et il faut arrêter la politique et juste parler du stand-up. Mais pour moi, politique, c'est ce que je fais avant même le stand-up. Si je vais arrêter... C'est un outil, le stand-up, pour la politique. Bien sûr. Moi et Nathalie, parfois, on a des comments qu'on doit être des présidentes du Liban. Mais ça, il y en a... On ne peut pas être présidente de notre propre vie. Moi, je suis pas présidente de ma maison. Il faut commencer par les petites choses. Là où je rejoins Steph, où je suis assez d'accord, et c'est pas du tout... par rapport à vous, à ce que vous faites, je pense que c'est pas ça qu'elle avait en tête, mais c'est vrai qu'au Liban, on a tendance à... Là, on s'assoit autour de la table le soir, on dîne, on a tous les plats, etc. On fait 2-3 blagues, etc., etc. Et finalement, ça rend la vie presque, acceptable. Qu'est-ce qu'on a comme choix ? C'est quoi nos choix maintenant, nous, en tant que Libanais au Liban? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation? On peut en tant que population, c'est-à-dire on peut être un peu moins apathique. L'humour au Liban est aussi une façon, je trouve,
d'accepter complètement qu'on subit en permanence les choses et de jamais être actif par rapport à ces choses. Même dans la façon dont est tourné l'humour libanais, le Libanais est toujours la victime. Il n'est jamais responsable de son propre sort. Je ne parle pas du tout par rapport au sketch, je parle de l'humour au quotidien, dans les familles, dans les repas, entre les amis, etc. Je ne pense pas que nous, les trois ici, on est victimes de n'importe quoi. Moi, c'est un sujet très important pour moi parce que c'est très important de savoir c'est quoi notre cercle d'influence. Je pense que notre cercle d'influence est beaucoup plus grand que ce qu'on en pense. Donc, je pense notre... Tu veux dire le cercle que toi, tu influences ? Oui, bien sûr. Oui. Le cercle qu'on influence, pas en tant même qu'humoriste, en tant qu'individu, je pense qu'il est beaucoup plus grand que ce que les Libanais généralement pensent qu'on influence. Oui. Les Libanais, je ne pense pas qu'ils pensent qu'ils peuvent changer un gouvernement. Moi, je pense que si on peut changer un gouvernement. Et je sens que l'humour d'aujourd'hui, ça diffère d'un humoriste à l'autre. Je pense au moins l'humour sur cette table, c'est un humour aussi engagé. Si on est engagé, ça veut dire qu'on n'est pas la victime, mais on est à l'avant de cette troisième voie ou cette nouvelle voie qui est en train de surgir dans la société libanaise. Est-ce que vous sentez qu'il y a des composantes de la société pour des questions d'âge, pour des questions communautaires, pour des questions sociales, etc., que vous n'arrivez pas à toucher, que vous n'arrivez pas à faire rire ? Je pense que l'idée, c'était surtout de se demander si vous pensez finalement, avec votre propre expérience, que l'humour au Liban, il arrive à transcender les clivages, il arrive quand même à réunir les gens, ou est-ce qu'au contraire, il va avoir tendance à les aggraver ? C'est-à-dire que chaque groupe va rire à ses propres blagues et au final, de la même façon qu'on va se disputer sur la politique, sur l'histoire, etc., même l'humour est un sujet de dispute et de fragmentation. Pour nous, on ne voit pas ça sur notre sur notre page. On a des gens qu'on reconnaît par les profiles et par les messages qui sont de communautés super différentes et de groupes d'âge et de démographies super différentes. Ça veut dire qu'on reçoit des messages de femmes de 60 ans et des petits de 20 et 18 ans. On a les deux. Et je ne sais pas s'ils se ressemblent quelque part, mais c'est sûr que les traumas du Liban, avec nos blagues, ça passe pour les deux catégories. Déjà, j'aime bien dans ça qu'on n'a pas peur des clivages. En fait, l'idée, c'est que si on a envie de dire ça, on ne va pas penser que peut-être ça va créer un problème, oui ou non. Parce que c'est exactement ce qu'on a envie de dire. La liberté d'abord, les conséquences après. Oui, et je pense aussi qu'il faut mettre l'humour, au moins dans ces deux, c'est différent aussi. Maintenant, Nadine et Nathalie, ils sont sur scène aussi, mais dans la création de contenu, et que ce soit maintenant pour nous trois sur scène, je pense qu'au Liban, les gens ne savent pas que ça, c'est une forme d'art. Aussi, ça fait partie de l'espace culturel du pays et ça forme l'espace culturel. Les mots qu'on est en train d'utiliser, notre façon de voir les choses, les scènes où on est en train de se... Comment on dit produire? De se produire, ça. Et, ça fait partie du paysage culturel du pays. Les gens pensent que l'humour c'est juste du hi-hi et du ha-ha-ha et que non, maintenant, si on parle d'artistes, on parle peut-être juste de peintres et d'écrivains et on oublie qu'aujourd'hui, c'est un moyen très attractif aujourd'hui de faire passer un message C'est des messages compliqués en fait qui deviennent simples par le biais de l'humour. Et surtout de bâtir des communautés, de bâtir une communauté. Oui. C'est pas si facile. Aujourd'hui, quand on dit par exemple 200 000 followers, on parle d'une communauté de gens. Oui. Je pense qu'aux vidéos, ça dépasse les 1 million, peut-être 2 millions, 3 millions. Et imagine-toi, il y a 200 000 core fans que pour eux, Nadine et Nathalie, c'est un exemple de... Pour eux, c'est un personnage de la vie quotidienne. Pour les gens, c'est une idole. C'est des idoles. Et c'est très important, pour la génération. En tout cas, ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est à l'heure où les jeunes ne lisent plus, ne vont plus au théâtre, ne vont plus au cinéma. Les salles de stand-up sont remplies, les gens en redemandent. C'est impressionnant aussi de voir, dans l'époque à laquelle on vit, à quel point est-ce que les gens sont en demande de venir vous voir. C'est presque en opposition avec l'époque dans laquelle on vit. Moi, je pense que vous réconciliez beaucoup de gens.
Vous réconciliez Comme, les gens, Fayrouz vous et la réconciliez taboulé. les générations. Fayrouz, Taboulé Wow. et Coffee Mais Break. il y a beaucoup plus que Fayrouz et Taboulé. Non, vraiment. Qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus que Fayrouz et Taboulé pour réconcilier les gens. Non, je pense que ce qu'on est en train de faire, ça fait partie du paysage culturel pour les années qui viennent. Et juste aussi pour les générations qui sont déconnectées avec Fayrouz et la Taboulé aussi. Ça, Anna, je veux bien transmettre ce message qu'on respecte tellement ce qu'on est en train de faire. Pour nous, c'est notre vie. Nadine et Dantali, par exemple, quand ils pensent à une vidéo, c'est vraiment penser et repenser. Moi, si je suis sur scène, c'est après 35 événements de testing. J'invite les gens juste pour tester les blagues, pour tester l'histoire. C'est une belle histoire et pas une. On fait tout pour donner du respect à ce qu'on fait et j'ai vraiment envie que les gens sachent que vraiment, ça c'est très 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 important de ce que le Liban va être dans les prochaines années. Et spécifiquement parce que pour nous, dans notre cas, Coffee Break n'est pas c'est vraiment une passion, c'est pas la source de notre notre income, de revenus. On le fait parce que vraiment, on croit à ce que au core, à l'essence. Oui, à l'essence du message et de l'humour et de son pouvoir. Mais bien sûr que nous, dans le futur, on aimerait bien que Coffee Break soit qu'on gagne notre vie. On va faire un appel. Et on cherche des sponsors. Actuellement, vous gagnez rien via Non, pas rien. Vous gagnez un peu. Ok. Mais c'est pas gagner une vie, on a d'autres jobs. Mais c'est aussi un choix parce que le moment où on va décider que Coffee Break va être notre source de vie et de rentabilité, ça va peut-être faire des compromis sur le contenu et nous on tient plus au ouais. J'ai encore une question à vous poser, mais avant ça on va faire une courte nouvelle pause. On va écouter une chanson qui a été réalisée par deux sœurs, Noël et Michel Kesserouani. Alors cette chanson, elle date de 2018, mais pourrait très bien avoir été écrite aujourd'hui, tant elle reste d'actualité. Elle raconte l'histoire d'une boucle sans fin, d'un pays qui fonctionne comme un disque rayé où l'actualité n'est qu'un retour du même. Elle s'appelle Menaïd ou Menaïd, on répète toujours et encore, et c'est un mélange de comédie et de satire politique. On y trouve de l'ironie, de l'amertume, du sarcasme, tous ces ingrédients qui ont fait la marque de fabrique de cette génération de comédiens libanais dont vous faites tous les trois partie, qui est née au début des années 90. On écoute. يا شعب لبنان على لحظة كنت صدقت إني عظيم وإنه فجأة وإز رح يعيش بالعز وبالنعيم. ما بتعاطى بمعاشي أو بقدي في تاكس عكاسي ما بتعاطى بقدي بدفع بنزين قدي عندي فرص عمل إذا ببقى بالبلد أو إذا بفقد الأمل ما بتعاطى بالهوا اللي بتنفسه بالعجقة اللي بعلق فيها إذا عم بتدين حق الشقة اللي عم بشتريها ما بتعاطى بكل تفصيل من وقت أخلق تموت من وقت أوعى تنام بس ما هي لو ما تعاطيت سياسة بتتعاطى فيي يا شعب لبنان اللي على لحظة كنت صدقت إني عظيم وإنه فجأة وإز رح يعيش بالعز وبالنعيم الشمل اكتمل زفوا الأمل عهد الدوليكس فاولوا بنزين تاني اجتمعوا تيتفقوا يبقوا مختلفين على أساس العين بالعين والسن بالسن من الوريد للوريد فجأة صرتوا على الكورنيش عم تتمشوا إيد بإيد شربوا تانوبير بترول وعاشوا سوا مبسوطين ومعشاتهم تتجدد إلى أبد الآبدين وبيتخانقوا تيتسلحوا من جديد تيتصالحوا بالصاد من عيد ومن عيد ومن عيد ومن عيد ومن عيد من عيد ومن عيد ومن عيد ومن عيد شو هالفوضى إذا بتريدوا كل واحد محله يا شباب مين عم بيحكي وما رفع إيده عم بتزعبروا قفع الباب شو بكون عاملين هيك عاملين مثل عاملين لي مدرسة المشاغبين عندكم فوق مدرسة المشاغبين جايين على الحكم ومش دارسين بيسألوا وين هي الدولة ما انتو الدولة شو مضايعين استلمونا المستلمين قال عم ينبشوا على الفاسدين من أي مال راح اللولو من الشمال أو من اليمين
كلنا سوا. ألف مثل 11 ب مثل بالمية ت مثل الTVA العليت بالخفية حق الهدر والمواكب وصفني في الكواكب لمصلحة محطة القطارات الوهمية. مجرسيننا بقي في بلاد السنافر ما عاد شو رأيهم بمصيرنا. لا إذا بتريد ما بسمح لك تجيب سيرة بلاد السنافر. ليش بيزعل معلمك؟ حبيبي أنت ومعلمك الواطيين مثل العادة مرة جديدة علقوا هن ومجتمعين. صار في بانيك بالبرلمان صار في بانيك. إذا بتريدوا الواحد يقعد محله، إذا بتريدوا مين اللي غايب عنه، إذا بتريدوا شايفة ولهان، إذا بتريدوا وصعودين يعني بشو بدنا نضل قاعدين. منعيد. شعب الجوعان هو يلي جابن قسموا الجبنة حطوها بجيبن. ولي الدولة وين؟ بس عفواً بالإذن منك حضرة الوزير بس مع حضرتك الدولة. أكيد. منعيد. جيت أحكي سياسة قلتولي مسائل عائلية احكي بحيالله شي تاني بالتبرج بالأبراج ببرامج تلفزيونية. نحن ببلد الحريات بلد الديمقراطورية بلد الأنا ما بتعاطى بكل شي عم بيصير فيه. مرحبا يا زعيم تتذكر أنا مين؟ أنا اللي ما انتخبتك لأن صار عمري 29 وبعد ما انتخبت أصلاً لأن صارلكن 9 سنين عم بتمددوا لحالكن. تحية لكل سياسة علمنا رقي التعاطي البرنامج الانتخابي إنه التاني واطي. تحية للمجهود بالإعلانات العاطفية للي رح يصوت لهم زيتون ويتصرف كضحية. تحية لكل مواطن طالب التجديد بس ما عطيوبون بنزين عم انتخبن على الجديد. منعيد وعدني 100 مرة بس هالمرة على الأكيد. 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 منعيد وعدني 100 مرة بس. Tous les trois, vous faites partie d'une génération de comédiens. Vous avez un peu grandi ensemble, vous êtes montés ensemble. J'ai le sentiment que depuis la dernière guerre, ou peut-être celle d'avant, je ne sais pas, il y a des fissures, il y a des désaccords politiques qui sont intervenus au sein de cette communauté. Comment est-ce que vous gérez ces conflits politiques ? Même si on est en désaccord, c'est une seule communauté. Et moi aussi, c'est aussi de mon devoir de s'assurer que tous les humoristes peuvent dire n'importe ce qu'ils ont envie de dire, même si je suis en désaccord total. Tous les humoristes vont venir faire leurs choses dans mon comedy club, même si je suis en plein désaccord. Tu sais, même quand on est arrivé ici, je t'ai dit que je suis en désaccord avec plein d'humoristes. Mais bon, c'est mon devoir aussi en tant qu'humoriste de garder la scène ouverte à la liberté d'expression. Et c'est une question de principe. C'est une phrase qu'on attribue à Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Waouh, j'allais dire la même. Mais en utilisant ces mots, oui. Moi, je veux dire juste à propos de ce qu'a dit John, pour nous, juste je pense ensemble, le même Haïda, que pour nous, c'est pas une question d'avoir des opinions différentes à la base, c'est que juste d'où on voit le pays en train d'évoluer, ou c'est quoi le futur de ce pays. It doesn't matter where we are now and if he has a different opinion, as long as the end result بالآخر وقت يخلصوا هول الكونفليات كلهم نحن نوصل على محل قادرين نعيش مع بعض. Anthony va te dire comme disait Voltaire. John de Voltaire. Non, mais tu as l'impression que finalement tout le monde veut la même chose, dans le sens tout le monde veut un pays, tout le monde veut un pays stable, et que pour toi les désaccords ils sont secondaires par rapport à la vision finale. Qu'est-ce qu'il te disait ton thérapeute? See the big picture. Voilà. We see the big picture, exactly.
On voit le tableau général. Mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Nous, on est combien 18 communautés, c'est taïfé. Mais on ne peut jamais être d'accord. Mais on ne peut pas refaire des guerres civiles. Donc, on n'a qu'un choix, c'est de s'entendre et de prendre en considération ce que pensent les autres. C'est ça, en fait. Ça, c'est le discours rationnel. Oui, c'est utopique. Nous, on est spécial parce qu'il y a 18 communautés. Il n'y a aucun pays comme nous. Donc, après tant d'années de guerre, pour ne pas faire de guerre, c'est qu'il faut qu'on s'entende et qu'on communique ensemble, c'est ça. Et pour cela, rire pour défendre les 18 communautés. Rire, c'est un moyen d'aider les gens à mieux assimiler les différences aussi. Et je pense, j'ai appris ça en Syrie, il y a un mouvement, ça s'appelle Styria. Styria, c'est un ensemble d'humoristes qui ont commencé même avant la chute du régime de Assad. C'était très clandestin avant la chute. Et c'était très clandestin. Et ils disent un truc, si on peut rire ensemble, on peut vivre ensemble. Et je pense que ça, c'est très, très puissant. Parce qu'on peut rire de tout. Et on a le droit de rire de tout. Et s'il y a un minimum de confiance entre les gens, on va comprendre que l'intention du rire n'est pas de faire du mal à une communauté. Et si on comprend ça, on sera dans un autre niveau. Par exemple, moi et ma femme, on est de 2 communautés différentes. On fait des blagues, mais je pense les uns à propos des autres. Et si on peut traduire ça au niveau national, où tout le monde peut rire de n'importe quoi, parce qu'on a confiance au moins de l'intention. On sait qu'on a l'intention de bâtir un pays ensemble. Je pense. En fait, tout va bien. On a tout géré. C'est tellement puissant que ce sera le mot de la fin pour ce soir. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Lorient la nuit. Nous aussi, non. Non, c'est pas nous. On retrouve les auditeurs. C'est possible. Allez, on peut te réinviter en tant que politique. Merci à vous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de rire. Et vous aussi. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci.